Donnant suite à un SMS envoyé par l'épouse de Yoon Byung-gu, un ami d'enfance, je me suis rendu à Yongsan. C'est là que j'ai fait mes études primaires. Yoon était un camarade de classe. Il habitait la maison juste derrière chez nous. Le hasard a voulu que je fasse des études d'architecture et que lui devienne directeur d'une entreprise de construction. Mais si nous avons renoué les liens, c'est parce que nous avions besoin l'un de l'autre. Dans ce restaurant japonais où nous nous sommes retrouvés après plusieurs dizaines d'années, il m'a raconté tout ce qui s'était passé à Yongsan après mon départ avec ma famille. Ces années-là ont apporté à chacun son lot de larmes et de sueurs dont personne ne songe à tirer fierté aujourd'hui. Il serait bien futile de reprocher aux jeunes leur incapacité à sentir le goût de l'eau du robinet dont on se calait l'estomac dans les semaines où le riz, en attendant la récolte, faisait défaut. Le projet de modernisation des campagnes, lancé dans le cadre du mouvement Semaul, Nouveau Village, imaginé par le gouvernement militaire, consistait à regrouper en exploitation de taille moyenne les parcelles de moins d'un art et les lopins abandonnés par les fermiers qui, ne parvenant plus à survivre à la campagne, étaient partis en ville. Il s'agissait avant tout de remembrer les rizières et redessiner le réseau des canaux d'irrigation. Ces travaux étaient engagés dans chaque région par des personnalités locales influentes avec le concours des mairies. À Yongsan, Byung-gu leur a prêté un concours diligent. Ensuite, augmentant le nombre de ses machines, il s'est attelé à la construction de routes locales, puis il s'est affranchi de la commune pour obtenir des chantiers dans toute la province. Dans le même temps, il a élargi son champ d'action en faisant la connaissance de parlementaires et de magistrats. Titulaire de plusieurs cartes de visite, il est devenu une personnalité multifonction. Patron d'une entreprise de construction, mais aussi conseiller d'un parti politique, membre d'une commission pour l'orientation de la jeunesse, membre d'un comité d'attribution de bourses, d'un conseil pour la jeunesse, du Rotary Club, du Lions Club, etc. À l'époque où nous nous sommes revus, il venait de se lancer dans la construction de complexes immobiliers dans les grandes villes après avoir racheté une entreprise en dépôt de bilan. Par la suite, nous avons été amenés à nous appeler plus d'une fois pour nos affaires et il nous est même arrivé de travailler ensemble sur des chantiers de construction. Le SMS que j'avais reçu de sa femme disait « Mon mari est très mal. Déjà avant qu'il ne tombe malade, il souhaitait vous revoir. S'il vous plaît, venez le voir. » Ça ne me disait pas vraiment d'y aller. Pourquoi ai-je cédé ? Peut-être à cause des mots que Kim Ki-young m'avait adressés quelques jours plus tôt. Espace, temps, humanité. Quelle place avez-vous réservée à l'homme dans vos projets architecturaux ? Si on veut mesurer cette place dans vos réalisations, vous aurez bien des raisons d'avoir des regrets avant votre mort. Que ce soit Monsieur Yoon-san ou vous-même, vous allez devoir faire votre examen de conscience. Kim Ki-young est de la promotion au-dessus de la mienne à la fac. J'ai évité de polémiquer avec lui, non pas parce qu'il était en train de se battre contre un cancer à un stade avancé, mais parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime son innocence un peu sotte, l'amour à sens unique qu'il voue aux êtres humains et au monde. Je l'aime sincèrement, je le dis sans arrière-pensée. Certains considèrent que son idéalisme est dû à un manque de compétences, mais pour moi, justement, c'est son idéalisme qui est sa vraie compétence. La bienveillance dont je fais preuve à son égard vient de ce que le misanthrope que je suis garde une certaine distance avec lui. Il y a fort longtemps, je suis arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme. Avec le temps, on filtre les choses, on les déforme, on les rejette. Et même la petite quantité qu'on garde finit par rester enfermée dans le grenier de la mémoire comme autant d'objets vétustes et sans utilité. Cela dit, avec quoi construit-on un immeuble ? Ce qui décide de tout, c'est l'argent et le pouvoir. Et ce qu'on retient et qui demeure, ce sont les formes que l'argent et le pouvoir ont dessinées. J'étais déjà retourné à Yongsan il y a une quinzaine d'années. À ce moment-là, Byung-gu se démenait pour acquérir une maison dans sa province natale. Il m'avait dit avec le plus grand sérieux qu'on ne doit jamais oublier ses origines. J'avais acquiescé ostensiblement avec un rire forcé, quoique éprouvant une certaine gêne à l'entendre dire cela. N'avait-il pas, lui, détruit la vieille demeure de la famille Cho, un grand propriétaire terrien de Yongsan, puis installé la sienne dans le bois de pin du haut duquel il avait une vue dégagée sur le lac ? Déjà à ce moment-là, le centre de cette petite ville était devenu méconnaissable. On dit que le temps passe plus lentement à la campagne qu'à la ville. Pourtant, ceux qui étaient partis avaient à leur retour l'impression de voir un film en accéléré. Quiconque revenait par la force des choses au bout d'une décennie qui avait filé comme s'il s'était agi d'un jour, découvrait que tous les visages familiers avaient disparu
et qu'un paysage urbain tout pareil à celui de Séoul s'était installé de chaque côté de la rue centrale. Tout cela s'était passé en accéléré, comme on voit défiler le paysage par la fenêtre d'une voiture lancée à toute vitesse. Byung-gu venait d'être opéré. Il était dans le coma. Son fils aurait voulu le faire transférer dans un hôpital départemental, mais sa mère l'en avait dissuadé vu son état critique, redoutant ce qui pouvait survenir en route. Pendant le dîner, j'ai demandé à son fils pourquoi son père avait voulu me voir. Byung-gu, a-t-il répondu avec gravité, souhaitait construire un mémorial sur l'emplacement de mon ancienne maison. Il disait qu'en regroupant votre terrain et la parcelle voisine, on dégageait une surface de 1500 mètres carrés. On érigerait une fondation culturelle dont vous dessineriez les plans. On en reparlera quand ton père sera un peu remis, ai-je répondu en me gardant de glousser. Le fils de Byung-gu, gestionnaire de fête de l'entreprise de son père, a convenu que ce n'était pas le bon moment pour parler de ça. À table, il a regardé son téléphone plusieurs fois, ne se gênant nullement pour donner des ordres à haute voix. Il se faisait du souci, me disait-il, à cause de la baisse sensible de la population dans les petites villes de province, comme Yongsan. Dans beaucoup de communes rurales, les maisons n'étaient plus occupées que par des personnes âgées vivant seules, certaines étaient même carrément abandonnées. Depuis longtemps, on ne voyait plus l'ombre d'un jeune, a-t-il poursuivi, avec le souci de faire valoir sa connaissance de la situation dans la campagne. Ce qu'il disait n'était pas faux. D'ailleurs, tout comme moi, il ne venait plus dans ce coin qu'une ou deux fois par an. La nuit était tombée. Je suis allé dormir dans un motel qu'il m'avait réservé. Une construction moderne. À chaque extrémité du couloir étaient installées des caméras de surveillance. On pouvait tout contrôler par télécommande, de la lumière au téléviseur. J'ai eu du mal à m'endormir dans cette chambre étrangère. J'ai tiré les rideaux autant qu'il était possible pour endiguer la lumière de la rue, tout en me demandant si l'on avait vraiment besoin de tous ces lampadaires à la campagne. Je me suis réveillé tôt. L'horloge électronique brillait sur la table, indiquant 7h10. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé dormir le matin. Dans mon agence, à la différence de ce qui se passe ailleurs, chacun est libre d'accomplir ses tâches à son gré, de s'affranchir des petites corvées courantes comme il l'entend. La créativité y trouve son compte. Je ne m'y rends que 2 ou 3 fois par semaine, vers 10h du matin, et quand il ne se passe pas grand-chose, je rentre à la maison en début d'après-midi. Moi qui ai passé toute ma vie à travailler la nuit, j'ai pris l'habitude de n'émerger qu'une fois que les autres sont partis au bureau. Bien qu'il fût encore tôt pour moi, je ne me sentais pas d'humeur à rester au lit dans cette chambre. Je suis sorti dans la grande rue. Le terminal des bus qui assure les liaisons régionales était tout près. Les gens de la campagne sont toujours plus diligents. Déjà, il y avait du monde, les taxis faisaient la queue. Tout en marchant, je pestais contre le nombre de véhicules encombrant la rue principale d'une si petite ville. À la place des commerces aux toits bas d'autrefois, s'élevaient maintenant des immeubles de 2 ou 3 étages. La route elle-même, tout en conservant le même tracé, avait été de beaucoup élargie. Tournant à droite au carrefour et passant devant la mairie et la salle des fêtes, je suis parvenu au col. Le bois de pin qui devait se trouver par là avait disparu. Une route à 2 voies s'était substituée au petit chemin d'antan. Le mur de pierre qui le bordait des 2 côtés avait lui aussi disparu. Des immeubles à 2 ou 3 étages longeaient la rue. C'est grâce à des dalles de ciment recouvrant un conduit d'eau usé que j'ai eu la certitude que je ne m'étais pas trompé de direction. Jadis coulait là un petit ruisseau. Mon père, rentrant ivre, y était tombé une fois. Et c'est là aussi que j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance à attraper des grenouilles. J'ai aperçu 1 ou 2 maisons à travers le champ, mais pas la mienne. Quelqu'un l'habitait encore, bien qu'elle fût très délabrée quand j'étais revenu 15 ans plus tôt. Elle avait dû subir le sort des autres bicoques, d'abord abandonnés puis abattus. Je me suis souvenu du grand orme qui s'élançait près de chez Byung-gu. Il n'était plus là. En fait si, il y était encore, mais dépourvu de branches. Il ne restait que le tronc, mort, couvert de champignons. La maison de Byung-gu avait été rasée, c'est dans la place à une assez grande plantation de piments, alignée en longs sillons abrités sous un film de plastique noir. Et derrière, la montagne était couverte d'une végétation plus verte et plus drue. Je demeurais perplexe face à la modernité de ce bourg qui avait vu partir plus de gens qu'il n'en était resté. Le centre, tel que je l'avais découvert depuis mon hôtel, les commerces, les quartiers d'habitation, ces immeubles de 2 ou 3 étages en forme de boîte,
Tout dessinait un paysage désolant. On n'apercevait plus ces fumées au-dessus des toits bas aux heures des repas. Du haut de la colline, l'image que j'avais sous les yeux de cette petite ville de province aurait pu passer pour celle d'un quartier de la périphérie de Séoul. Patates brûlées, mes parents décédés depuis longtemps, mon enfance et même le bourg où j'avais passé les premières années de ma vie, tout cela me semblait n'avoir jamais existé. J'ai fumé ma cigarette jusqu'au bout, jusqu'au moment où le filtre commence à se carboniser. Prostré, pris de vertige, je suis resté assis là, longtemps, la tête vide, fixant sans le vouloir l'écran de mon ordinateur. Au bout d'un moment, dans la fenêtre de recherche, j'ai saisi « réaménagement urbain ». Une quantité d'informations a défilé, textes et photos. J'avais passé 10 années aux États-Unis où, après mes études, j'avais participé à divers projets internationaux sur place. Et de retour en Corée avec ma femme et ma fille, j'avais réintégré à presque 40 ans l'agence Yunsan comme directeur d'un département. En cette époque de boom immobilier, la boîte connaissait une forte croissance. Il y avait sur le web des images sur les travaux d'aménagement urbain que Yoon Byung-gu et moi avions enchaînés les uns après les autres au milieu des années 90. C'est dans ces années-là que le grand magasin Sampoong s'est effondré. 80% des bâtiments construits pendant cette période ne respectent pas les normes de sécurité. Même s'ils avaient passé avec succès le contrôle des autorités municipales, il aurait fallu faire des travaux de consolidation. Telle était la situation à l'époque. La conception, la construction, la finition, tout s'effectuait à la va-vite, et rien ni personne ne remettait en question ces méthodes expéditives qui enfreignaient constamment les règles. Des méthodes qui dopaient le marché de l'immobilier. C'est dans ce contexte que j'ai créé ma propre agence et que Byung-gu, Patates brûlées, s'est lancé dans la politique. Les photos de travaux de réaménagement auxquels j'avais participé, il y avait à peine 10 ans, défilaient sur l'écran. Je revoyais les visages souriants des gamins dans les venelles étroites et enchevêtrées d'un quartier aux maisons couvertes de toits bas sur la pente d'une colline. Tous ceux qui étaient chassés de ces quartiers, où vivaient-ils à présent? Qu'étaient-ils devenus? Ces petites masures collées les unes aux autres comme des coquillages sur les rochers ont été remplacées par de gigantesques tours d'appartements qui défient le ciel. Je revoyais ces maisons à moitié écroulées, ces carcasses de voitures oxydées, abandonnées dans des ruines à la lisière de la plaine. Les ruelles où, après l'évacuation des habitants, plus personne ne passait, étaient déjà envahies par les herbes sauvages. Et là-bas, à l'angle d'un vieil immeuble dont on aurait dit qu'il avait été bombardé, un chien décharné rôdait à la recherche de son maître. Je revoyais la procession des manifestants, surtout des femmes, qui brandissaient sur des pancartes des protestations rédigées d'une écriture maladroite. C'étaient des scènes que j'avais vues de loin, un jour que j'étais allé sur place avec Byung-gu, pour me faire une idée précise d'un chantier de construction. Quand les gardiens étaient arrivés pour disperser les manifestants, juste avant que les bulldozers et les pelleteuses Poquelin n'entrent en action, nous étions partis. Nous avions sauté dans la voiture, incapables de supporter le spectacle. Ah, je revois les dernières images du quartier où je vivais. Le projet de réaménagement avait été conduit par une entreprise que je connaissais bien. Comme mes parents étaient partis bien avant qu'on reconstruise, je ne m'étais jamais soucié de ce qu'était devenu ce secteur. Et si Suna ne m'avait pas recontacté, je l'aurais complètement oublié. Je vois la grande rue qui donne sur le marché, les petites baraques avec leurs enseignes. Devant une échoppe, Myosun et Suna font une partie d'osselet. Moi, je suis en plein combat de coq, à cloche-pied, avec Jae-myung et ses frères. Les enfants que j'aperçois me sont inconnus, mais eux aussi ont dû grandir dans cet espace, comme nous jadis, en caressant les mêmes rêves. Les souvenirs que je conserve de cette période sont différents de ceux qu'ont gardés les gens qui habitaient là. Les miens, ce sont surtout des souvenirs des interventions qui ont rayé d'un trait leurs propres souvenirs. En font partie le syndic associatif mis en place par notre équipe de consulting, l'agence de conception, l'entreprise de démolition, la société de construction maîtresse d'ouvrage, le conseil municipal, le régime politique lui-même, tous ces rouages interdépendants fonctionnant comme une chaîne alimentaire. Les innombrables réunions,
Les repas arrosés, les rencontres sur les terrains de golf, les chèques cadeaux, les produits de luxe, le liquide, les rapports financiers détaillés et minutieux, les factures et les reçus. Le président Yoon Byung-gyu et moi, nous connaissions tout cela trop bien. Devenu député, Yoon avait été réélu, mais il n'avait pas pu terminer son deuxième mandat à cause du scandale. Je l'avais aidé plus d'une fois. Plus exactement, nous avions besoin l'un de l'autre. Réduit à l'état de légume, il est alité maintenant, écrasant sous son poids tous les souvenirs qu'il a accumulés depuis l'époque de Yongsan. Longtemps, je me suis dit que j'avais eu la chance d'avoir réussi à m'arracher à des conditions de vie misérables. Comme tous ceux qui, ayant traversé cette époque, se réjouissent, persuadés qu'ils ont amélioré leur train de vie, qu'ils ne sont pas restés à la traîne. J'ai cliqué à nouveau sur le message de Suna et j'ai relu la fin de son récit. Mais qu'avons-nous fait de mal? Comment avons-nous fait pour donner à nos enfants un pareil destin?